Malheureusement, aucune prière ni aucun espoir ne peuvent apporter la paix à Nubia dans ce monde. Sa mort dépasse l'entendement. Bienvenue ou bon retour et merci d'être là. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 10 ans dont le corps a été retrouvé sur le bord de l'autoroute des années après qu'elle et son frère jumeau aient été adoptés par un couple de monstres. Ceci est l'histoire de Nubia Barahona. Nubia et son frère jumeau Victor sont nés le 26 mai 2000 à Spokane, dans l'État de Washington, de leur mère Sandra Doctor et de leur père Victor Bustillo. On disait que Nubia était amicale, gentille et compréhensive envers les autres. La petite fille est également née avec une hyperplasie congénitale des surrénales, une maladie génétique qui affecte les glandes surrénales et leur capacité à produire des hormones essentielles comme le cortisol. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent avoir des difficultés à maintenir leur taux de sucre dans le sang, leur tension artérielle et leur niveau d'énergie à des niveaux sains. En raison de cela, Nubia devait prendre des médicaments pour aider son corps à produire les hormones nécessaires. Si elle ne le prenait pas, elle ne grandirait probablement pas correctement ou elle traverserait une puberté anormale. Cela pourrait aussi la rendre très malade, voire entraîner sa mort. La mère de Nubia, Sandra, avait déjà donné naissance à 4 autres enfants avant d'avoir Nubia et Victor. Mais comme elle avait des problèmes connus de drogue et d'alcool, tous lui avaient été retirés par le DCF. La mère se prostituait aussi de temps en temps pour de l'argent. Quand les jumeaux sont nés, Sandra affirmait qu'elle était sobre. Cependant, lorsque Victor et Nubia n'avaient que 4 jours, la DCF a reçu un appel concernant sa consommation de drogue. Dès lors, ils ont été placés en famille d'accueil. Lorsque Victor avait 2 mois, il a été rendu à sa mère. Nubia n'a été rendue qu'à l'âge d'environ 7 mois en raison de ses problèmes médicaux. Lorsque les jumeaux ont eu 2 ans, les services de protection de l'enfance ont reçu un nouvel appel signalant une dispute conjugale entre leur mère et leur père. Il y a eu une dispute entre Victor et Sandra qui a abouti à ce que Sandra lance un téléphone au visage de Victor et le frappe. Même si la DCF a ouvert une enquête sur la famille, celle-ci ne serait examinée que près d'1 an plus tard parce qu'ils étaient tellement débordés. Lorsque les agents se sont finalement rendus au domicile pour faire une évaluation, ils ont constaté qu'il y avait peu ou pas de nourriture dans le réfrigérateur et les placards et que la maison était également infestée de cafards. Il a également été découvert que Victor avait plusieurs ecchymoses inexpliquées sur le corps et que Sandra appelait Nubia, qui n'avait que 3 ans, des noms horribles comme salope. À peu près à la même période, Sandra s'est rendue à l'hôpital et a dit au personnel qu'elle consommait des drogues dures. En conséquence, les enfants ont été retirés à leur mère et placés chez leur père, Victor. Mais ils ne sont pas restés longtemps avec lui non plus, car en 2004, Victor a été accusé d'agression sexuelle sur un enfant qui n'était pas sous sa garde et les jumeaux ont été retirés de sa garde. Victor admettra plus tard avoir tiré une fillette de 10 ans dans son appartement et lui avoir touché l'entrejambe devant un enfant de 2 ans. Après cela, Nubia et Victor se sont retrouvés chez des parents d'accueil, George et Carmen Barahona, qui vivaient à Miami, en Floride. Cela ne devait être qu'une situation temporaire, car la tante et l'oncle biologique des jumeaux essayaient de les adopter. Cependant, Carmen et Jorge avaient également l'intention de les adopter. Au moment où les jumeaux ont été placés chez les Barahona, ils avaient également 2 autres enfants adoptés, une petite fille et un garçon autiste. De plus, Carmen avait 2 enfants adultes à elle, René et Jennifer. George, le nouveau père d'accueil, dirigeait une entreprise de lutte antiparasitaire et Carmen était femme au foyer. Cependant, leur relation était considérée comme plutôt toxique, car George voulait savoir où se trouvait Carmen à tout moment. Et si elle n'était pas là où il s'attendait à ce qu'elle soit, il se mettait en colère. Quelques mois après leur placement chez le couple, une infirmière a constaté que Nubia manquait de nombreux rendez-vous médicaux.
C'était parce que George et Carmen ne voulaient pas l'accompagner, malgré le fait que les rendez-vous étaient nécessaires. Même pour les rendez-vous auxquels elle se rendait, les parents d'accueil ne l'accompagnaient pas. À la place, ils l'envoyaient dans une navette médicale. Elle n'avait que 4 ans à l'époque. À cause de tout cela, l'infirmière qui a remarqué que Nubia manquait autant de rendez-vous a recommandé que George et Carmen ne soient pas autorisés à l'adopter, elle et Victor. Puis, en 2005, Nubia s'est confiée à une enseignante à l'école et a dit que son père l'avait agressée sexuellement. Quand les services de protection de l'enfance ont enquêté, ils ont pensé qu'elle parlait de son père biologique. Par conséquent, l'enquête n'a pas été approfondie et a été classée sans suite. En février 2006, le personnel de l'école a de nouveau appelé les services de protection de l'enfance après avoir remarqué des ecchymoses sur le menton et le cou de Nubia, qu'ils soupçonnaient d'être le résultat de maltraitance. Les Barahona ont donc dû amener la fillette à un rendez-vous avec l'équipe de protection de l'enfance du département de la santé à Miami, mais ils ne s'y sont rendus qu'une semaine plus tard. À ce moment-là, la plupart des ecchymoses de Nubia avaient disparu, et les médecins travaillant pour l'État étaient d'accord avec les parents d'accueil pour dire que les blessures devaient simplement provenir d'une chute accidentelle. Un an plus tard, en mars 2007, les services de protection de l'enfance ont de nouveau été appelés. Cette fois, les autorités scolaires ont signalé que Nubia était nerveuse, agitée, devenait plutôt maigre et sentait souvent l'urine et les excréments. Elle se plaignait fréquemment d'avoir faim et volait et cachait de la nourriture appartenant à d'autres élèves. Les enseignants de Nubia ont également remarqué que ses chaussures, ses cheveux, son sac à dos et ses vêtements étaient toujours sales. De plus, ils ont dit au service de protection de l'enfance que Nubia et Victor avaient tous les deux des problèmes dentaires et qu'il ne semblait pas qu'ils se brossaient jamais les dents. Ces allégations ont été examinées, mais la mère et le père d'accueil de Nubia ont insisté sur le fait que les égratignures, la faim et la mauvaise odeur étaient toutes dues à ces problèmes médicaux. Carmen a dit à une assistante sociale que Nubia était née intersexe, ce qui signifie qu'elle était née avec des organes génitaux à la fois masculins et féminins. Elle a souligné que c'était la cause de la mauvaise odeur. Cependant, ce n'était pas vrai. Même ainsi, je ne vois pas comment cela causerait une odeur d'urine et de matière fécale. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la nettoyer correctement. Mais au final, le service de protection de l'enfance a cru les parents d'accueil et l'enquête a été close. Nubia, cependant, manquait toujours régulièrement ses rendez-vous médicaux. Une fois qu'elle s'y est rendue, elle a dit au médecin qu'elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose de mal. Elle a aussi dit qu'elle voulait mettre fin à ses jours. À ce moment-là, elle n'avait que 7 ans. Les parents d'accueil de Nubia ont été informés qu'elle devait suivre une thérapie parce que le médecin pensait qu'elle était dépressive, mais ils ne l'ont jamais fait. Nubia manquait aussi fréquemment l'école. Entre novembre 2005 et février 2006, elle avait manqué pas moins de 17 jours entiers. Une fois, sa mère d'accueil, Carmen, a dit à l'enseignante que la famille allait à Disney World, mais Nubia n'a jamais parlé de ce voyage. Il y a aussi eu une fois où Nubia a mouillé son pantalon à l'école, et lorsque l'enseignante a dit qu'elle allait appeler Carmen pour qu'elle apporte un pantalon propre, Nubia a commencé à paniquer. Elle a dit à l'enseignante « Maman va me frapper la plante des pieds avec ses chaussures ». Puis elle s'est enfermée dans les toilettes et a commencé à pleurer de façon hystérique. Une autre fois, la jeune fille a raconté à son enseignante un rêve qu'elle avait fait, et George y était présent. Des bâtiments étaient en feu, il tirait sur des gens, puis il lui a tiré dessus. Les responsables de l'école diraient que malgré les abus et la négligence auxquels Nubia et son frère étaient confrontés, ils n'ont jamais eu de problème de comportement. Ils étaient amicaux, populaires et toujours souriants jusqu'aux oreilles à l'école. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passait chez eux. En mai 2009, Jorge et Carmen ont officiellement adopté Nubia et Victor. Et cela, même si le tuteur ad litem des enfants et les responsables de l'école ont témoigné qu'ils ne pensaient pas que c'était dans leur meilleur intérêt. Les Barahona avaient commencé le processus d'adoption en 2007 et presque immédiatement, ils avaient rencontré de la résistance de la part du tuteur ad litem des enfants, Paul Newman. Les parents d'accueil ont affirmé que Paul Newman, je cite, agissait dans leur dos et intervenait de manière injuste dans le processus d'adoption. Paul Newman les accusait de négligence, mais selon Carmen et George, c'était uniquement à cause de conflits personnels entre eux.
Les parents d'accueil ont donc écrit une lettre au gouverneur de l'époque, Charlie Crist, décrivant comment ils élevaient leurs enfants avec amour, comme le ferait n'importe quelle mère et n'importe quel père. Peu de temps après, Paul Newman a été retiré de son rôle de tuteur ad litem pour Victor et Nubia, sans explication. Et peu de temps après, l'adoption a été finalisée. Le juge qui a statué sur l'affaire s'est fortement appuyé sur l'évaluation d'un médecin qui affirmait qu'il était dans l'intérêt supérieur des enfants d'être adoptés par les Barra-Jonas, car ils s'étaient déjà très bien attachés à eux. Peu après l'adoption, les responsables de l'école ont recontacté les services de protection de l'enfance. Cette fois, Nubia avait perdu encore plus de poids et une partie de ses cheveux. Mais encore une fois, les parents d'accueil ont affirmé que c'était dû à son état de santé et aux médicaments qu'elle prenait pour cela. Donc, une fois de plus, l'enquête a été classée sans suite. En 2009, la maison où vivaient Victor et Nubia avait changé et les voisins disaient qu'elle commençait à ressembler à une forteresse. Une haute clôture en bois entourait l'arrière de leur propriété et un portail métallique électrique avait été installé à l'avant. De grands buissons dissimulaient la porte d'entrée, des caméras surveillaient les lieux et des panneaux « Attention aux chiens » étaient installés. Vers avril 2010, il semblait que George avait peut-être des difficultés avec sa santé mentale ou la drogue. Il était devenu très paranoïaque et craignait souvent que quelqu'un s'introduise chez lui. Puis, à l'été 2010, les Barahona ont décidé de retirer Victor et Nubia de l'école et de commencer à leur faire l'école à la maison. Probablement à cause des nombreuses plaintes que les services de protection de l'enfance recevaient à leur sujet. Le 10 février, la petite fille de 6 ans de Carmen, Alessandra, a révélé à sa thérapeute des informations très choquantes. Elle a dit qu'elle avait un secret de famille, à savoir que Nubia et Victor étaient attachés dans la baignoire pendant des heures. La thérapeute de la petite fille a alors contacté la DCF avec cette information et une agente nommée Andrea Flare a été envoyée au domicile des Barahona pour enquêter. Andrea a été accueillie par Carmen, qui lui a dit que George et les jumeaux avaient en fait déménagé. Mais ce n'était pas vrai. Et le fait est qu'Andrea n'a jamais vérifié à l'intérieur de la maison. Au lieu de cela, elle a simplement rempli ses papiers en disant que Victor et Nubia étaient en sécurité et qu'elle avait informé la police de la situation, ce qui n'était vrai dans aucun des deux cas. Puis, le 12 février, la sœur de George, Laura Barahona, a dit que George et Victor s'étaient présentés chez elle. Elle n'avait pas vu son frère depuis presque 3 ans à ce moment-là. George lui a dit que lui et Carmen s'étaient séparés et qu'ils n'avaient maintenant nulle part où aller. Laura remarqua une coupure sur la lèvre de Victor qui semblait assez profonde, mais il lui dit qu'il était simplement tombé et s'était blessé. Plus tard, Laura remarqua des marques sur les poignets de Victor, comme s'il avait été attaché. Quand elle demanda ensuite à son frère George où se trouvait Nubia, il lui donna plusieurs explications différentes. D'abord, il a dit qu'elle était perdue parce qu'ils étaient dans un motel quand soudain elle s'est enfuie du camion. Ensuite, il disait qu'elle allait bien et qu'elle était à la maison avec Carmen. Tout cela inquiétait Laura, qui a appelé leur autre frère pour lui demander de contacter les services de protection de l'enfance. Et même s'il l'a fait, rien n'a encore été fait une fois de plus. Pendant ce temps, George et Victor avaient quitté la maison de Laura et personne ne savait où ils étaient allés. Laura a essayé tout le week-end de retrouver les jumeaux, mais en vain. Le lundi 14 février 2011, vers 5 heures du matin, un patrouilleur routier de Floride a remarqué un pick-up Toyota rouge garé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'EMI 95, en direction nord entre Palm Beach, Lakes Boulevard et la 45e rue à West Palm Beach. En voyant le camion toujours là 2h30 plus tard, il a appelé la police. Les pompiers et les secours de West Palm Beach sont ensuite intervenus sur les lieux et ils ont trouvé George Barahona, âgé de 53 ans au sol, et Victor, âgé de 10 ans, dans la cabine du camion. Les deux étaient conscients, mais Victor convulsait à cause de crise. Son corps avait été recouvert d'une sorte de produit chimique et il avait de graves brûlures à cause de cela. La benne du camion de l'entreprise antiparasitaire de Jorge était remplie de conteneurs plastiques de produits chimiques, certains non étiquetés. Un des conteneurs non étiquetés contenait une sorte d'acide et les pompiers appelés sur les lieux se sont demandé pourquoi une entreprise de lutte antiparasitaire possédait ce produit chimique. Victor et Jorge ont ensuite été emmenés dans des hôpitaux distincts pour soigner leurs blessures. Victor a subi de graves réactions internes après avoir inhalé des fumées toxiques dans le camion
et il avait des brûlures chimiques sur une grande partie de son corps. Les médecins ont également découvert plusieurs blessures antérieures chez lui, notamment une clavicule cassée, un bras cassé, des cicatrices sur les fesses et le bas de l'abdomen, ainsi que des marques de cordes sur ses 2 poignets. Il avait été battu si violemment qu'une ancienne cicatrice, due à une opération d'une fente palatine, s'est rouverte. De façon incroyable, le petit garçon a fini par se rétablir et le 2 mars 2011, il a été libéré et placé dans une famille d'accueil thérapeutique. De nombreux produits chimiques ayant été trouvés à l'arrière du camion de Jorge, une équipe spécialisée dans les matières dangereuses a été appelée pour nettoyer. Et pendant la décontamination des lieux, ils allaient en y faire une découverte encore plus troublante. Dans la benne du véhicule, dans un sac poubelle noir, se trouvaient des restes humains. Ils ont ensuite été identifiés comme appartenant à Nubia, une fillette de 10 ans. Son corps avait été recouvert de divers produits chimiques, notamment du pain-sol, de l'essence, du chlore liquide, des pastilles de chlore et du drano. Une autopsie a ensuite conclu que Nubia était décédée des suites de traumatismes causés par des coups. Alors qu'il était encore soigné à l'hôpital, Jorge a été arrêté et inculpé d'homicide au premier degré, de tentative d'homicide et de maltraitance sur enfant. Il a affirmé que Nubia était décédée dans sa maison à Miami quelques jours plus tôt, mais il n'a pas voulu dire aux enquêteurs comment. George aurait été tellement bouleversé par sa mort qu'il s'est rendu dans le comté de Palm Beach avec l'intention de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Il a dit qu'il avait choisi la bande d'arrêt d'urgence de la 1095 parce qu'on pourrait le retrouver plus facilement. Selon le père adoptif, il avait donné à Victor des somnifères. Puis, avec la tête du garçon sur ses genoux, il avait versé de l'essence sur sa propre tête. Après cela, il a essayé d'allumer un briquet, mais il a dit qu'il n'avait pas pu le faire parce qu'il ne voulait pas blesser Victor aussi. D'accord, bien sûr. Quand la police a demandé l'origine des blessures de Victor, il a prétendu qu'elles provenaient simplement de l'essence qu'il avait éclaboussée. Lorsque la femme de George, Carmen Barahona, a ensuite été amenée pour être interrogée, elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans sa propre maison. Selon elle et Jorge étaient séparés depuis 6 mois à ce moment-là, ce qui était complètement faux. Ils n'avaient jamais été séparés. Carmen a dit au détective que son mari était très jaloux, l'accusait souvent d'avoir des aventures et traitait mal les enfants. Elle a dit qu'il y avait eu plusieurs fois où elle était rentrée à la maison et avait trouvé Victor et Nubia attachés avec du ruban adhésif et dans un coin. George l'a menacée de la tuer si elle en parlait à quelqu'un. Après l'arrestation de Jorge, Carmen a rapidement demandé le divorce et a déposé une requête pour obtenir la garde des 3 enfants restants. Cependant, cela lui serait refusé. Quand les enquêteurs ont reparlé à Jorge, il donnait une autre version. Cette fois, il leur a dit qu'il avait dû punir Victor et Nubia parce qu'ils essayaient de l'empoisonner, lui et leurs frères et sœurs, avec du poison pour rats. Oui, c'est vraiment ce qu'il a raconté. Il a aussi dit que Nubia avait essayé de l'empoisonner quelques jours auparavant en mettant de l'huile pour bébé dans son soda. En guise de punition, il leur a lié les mains et les pieds avec du ruban adhésif et les a fait asseoir dans un coin. George a aussi dit que parfois il les mettait dans la salle de bain. Selon les autres enfants de la maison, ce n'est pas tout ce que George faisait cependant. Il frappait, battait et donnait aussi des coups de pied aux jumeaux. Il les attachait avec du ruban adhésif et les obligeait à rester debout dans un coin ou dans la baignoire pendant des heures. Nubia et Victor n'avaient le droit de manger qu'environ 1 fois par semaine, et souvent, Jorge leur donnait des somnifères ou des comprimés contre les allergies pour qu'ils ne résistent pas pendant qu'ils étaient punis. Maintenant, la petite fille de Carmen, Alessandra, celle qui avait parlé à sa thérapeute de la maltraitance des jumeaux, a déclaré que parfois, les jumeaux étaient enfermés dans la salle de bain pendant plusieurs jours d'affilée. Quand ils étaient attachés, on ne leur déliait les mains que pour qu'ils puissent manger. La petite fille a également dit qu'on ne leur donnait à manger que du lait et du pain. Tous les restes du dîner de la famille étaient donnés aux chiens au lieu d'être donnés aux enfants. Quand Alessandra a demandé à sa grand-mère pourquoi c'était comme ça, elle a répondu « C'est tout ce qu'ils méritent ». Alessandra voyait aussi souvent Nubia et Victor obligés de se déshabiller et de marcher en rond dans le salon, et elle était forcée de regarder.
La petite fille a raconté plus tard aux enquêteurs qu'une fois, elle avait vu George essayer de noyer Victor et qu'il lui avait attaché une corde autour du cou pour tenter de l'étrangler. Alessandra avait vu George agresser sexuellement Nubia et il lui avait fait la même chose. La petite fille affirmait que George obligeait tous les enfants à jouer au docteur et à se toucher les uns les autres. Il y a aussi eu un moment où elle a vu Nubia nue dans le lit avec George. Apparemment, Alessandra s'était sentie menacée par sa grand-mère pour garder le silence. Elle a dit que Carmen et sa mère Jennifer lui avaient toutes les deux dit de ne parler à personne des secrets de la famille. Si elle le faisait, elle aurait de gros ennuis. Apparemment, le fils adoptif autiste de 11 ans de George et Carmen avait aussi essayé de révéler un secret de famille à un enquêteur du DCF. C'était peu de temps avant la mort de Nubia, mais Carmen l'avait simplement présenté comme ayant un faible niveau de fonctionnement et l'avait fait sortir de la pièce. Après la découverte du corps de Nubia, Alessandra, âgée de 6 ans, a été retirée de la garde de sa mère Jennifer et placée chez son père. Puis, le 5 mars, Carmen Barahona a été arrêtée. Elle avait été inculpée d'homicide au premier degré et de multiples chefs d'accusation de maltraitance et de négligence. Elle a été maintenue en détention sans possibilité de libération sous caution. Andrea Fleury, l'assistante sociale du DCF qui avait été envoyée au domicile pour enquêter sur les signalements de maltraitance, a été mise en congé administratif. Lorsqu'elle s'était rendue au domicile des Barahona le 11 février pour vérifier l'état de Nubia et Victor, elle n'était jamais entrée à l'intérieur. Si elle l'avait fait, elle aurait découvert que les jumeaux étaient retenus à l'intérieur de la baignoire. Andrea a ensuite été définitivement renvoyée. Après la mort de Nubia, lorsque la maison familiale des Barahona a été fouillée, les enquêteurs ont prélevé plusieurs échantillons d'ADN sur les murs d'une chambre et de la salle à manger, des objets tachés de sang, des vêtements, des serviettes, des rouleaux de ruban adhésif et une tête de serpillière. Victor, qui était dans une famille d'accueil après son séjour à l'hôpital, a commencé peu à peu à se confier à sa mère d'accueil au sujet des abus qu'il avait subis de la part de Carmen et Jorge. Il lui a raconté que Jorge lui scotchait la bouche, le frappait au visage, le frappait avec un balai serpillière et l'attachait dans différentes positions qui ressemblaient à de la torture. À un moment donné, il a dit que George avait aussi rasé sa tête et celle de Nubia. Il y a eu une autre fois où il avait collé les yeux de Victor avec de la superglue et l'avait forcé à manger un cafard. Comme je l'avais dit, Victor et Nubia étaient parfois enfermés dans la salle de bain pendant plusieurs jours d'affilée. D'autres fois, comme punition, ils étaient attachés et placés dans les poubelles et les bacs de recyclage à l'extérieur. Victor a dit qu'on lui avait versé de la sauce piquante dans les yeux, le nez, les oreilles et la bouche. Quand les mains de Nubia étaient attachées, c'était parfois avec du fil de fer et souvent ce fil lui entaillait la peau. Alors Jorge lui faisait tremper ses blessures dans de l'eau de Javel Clorox et parfois aussi dans du Pin-Sol. Selon Victor, Carmen savait que Jorge s'en prenait à eux, mais elle fermait les yeux là-dessus. Mais parfois, elle participait en les insultant verbalement. Puis, le 11 février, Victor a dit qu'il avait vu sa sœur Nubia pour la dernière fois. Ils étaient attachés et nus dans la baignoire quand soudain George est entré et a porté Nubia dans la chambre. Victor pouvait entendre George frapper et battre sa sœur pendant longtemps après cela. La petite fille criait et pleurait, mais lorsqu'elle s'est tue, Victor a su qu'elle était morte. 3 jours après son arrestation, George a tenté de se suicider en se pendant dans sa cellule. Cependant, il n'a pas réussi. Plus tard, il a de nouveau tenté de se blesser et a été emmené à l'hôpital pour un scanner. Après son retour en prison, il a été placé dans l'unité psychiatrique. George et Carmen ont été inculpés de 18 chefs d'accusation, un chef de meurtre au premier degré, 8 chefs de maltraitance ayant entraîné de graves blessures, un chef de négligence envers un enfant ayant entraîné de graves blessures, 6 chefs de négligence envers un enfant sans blessure grave, un chef de négligence envers un enfant sans blessure corporelle grave et un chef de mutilation d'un cadavre. Ils risquaient la peine de mort s'ils étaient reconnus coupables. En février 2020, Carmen a plaidé coupable de meurtre au premier degré et de plusieurs chefs de maltraitance aggravés. Elle a également accepté de témoigner contre George dans le cadre de son accord de plaidoyer. Cependant, puisque George n'a pas encore été jugé, oui, 15 ans après la mort de Nubia, il n'a toujours pas été jugé.
Le prononcé de sa peine a été reporté jusqu'à ce que sa coopération avec les procureurs contre Georget soit terminée. Si elle ne coopère pas pleinement, elle pourrait toujours risquer la peine de mort. En avril 2017, Victor Barahona a reçu 3,75 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec le département des enfants et des familles de Floride. L'agence a reconnu avoir mal géré l'affaire Barahona et a déclaré que le département n'avait pas prêté attention à de nombreux signaux d'alerte. Oui, je dirais que c'est le cas. En mars 2021, Georget a été attaqué par 5 autres détenus pendant son sommeil, mais cela n'a entraîné que quelques blessures au visage. Les funérailles de Nubia ont eu lieu le dimanche 27 février 2011 à l'église luthérienne Saint-Paul à Boca Raton, en Floride. Près de 3 douzaines de personnes ont assisté à la cérémonie. Merci d'avoir écouté l'histoire de Nubia. C'est tellement bouleversant de savoir que les services de protection de l'enfance étaient chez les Barahona le même jour où Nubia est décédée. Si l'enquêtrice, Andrea, avait réellement fait son travail correctement, elle aurait peut-être pu sauver la petite fille. Ce n'est pas qu'elle était la seule responsable dans cette situation, car il y avait beaucoup de personnes qui auraient pu faire plus pour Nubia et Victor. Qu'en penses-tu, toi ? Si tu aimes les histoires de True Crime et que tu veux m'entendre les raconter, alors n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous bénéficierez de vidéos exclusives chaque mois et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient donc jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.